Si tu ne peux pas être libre sans enlever la liberté des autres, alors il vaut mieux que tu perdes la tienne. À 60 ans, j'ai décidé de me remarier. Le jour de la cérémonie, mon ex-mari est apparu et a dit « J'ai promis de me taire, jusqu'à aujourd'hui ». Il a ouvert un dossier rempli de documents. Il a raconté des secrets. Mes enfants étaient terrifiés. Mais ce à quoi ils n'étaient pas préparés, c'était ce que j'avais déjà planifié. Mon nouveau mari a alors pris le micro et a commencé. Alors moi. Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle. Avant de commencer cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à me dire en commentaire d'où vous nous écoutez. Merci de votre soutien. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé le jour où j'ai cru que ma vie allait enfin recommencer. Je me tiens devant le miroir du salon d'appui du château de Vaux, en Provence. Septembre 2024. Le ciel est d'un bleu éclatant, presque irréel. Par la fenêtre ouverte, je sens l'odeur de la lavande qui ondule sous le vent chaud. C'est un jour parfait. Trop parfait, peut-être. J'ai 60 ans aujourd'hui. 60 ans et je porte une robe de soie ivoire, simple mais élégante, qui épouse doucement mes formes. Mes cheveux gris sont relevés en un chignon lâche. Je tiens un bouquet de lys blanc entre mes mains tremblantes. Tremblantes. Pourquoi mes mains tremblent-elles? Je devrais être heureuse. Je suis heureuse. Olivier m'attend dans le grand salon, entouré de 80 invités. Des amis, de la famille, des collègues de Beaumont Couture, la maison de haute couture que j'ai héritée de mon père. Cette entreprise qui a été ma fierté, ma prison, mon bouclier. Mais aujourd'hui, je ne veux penser qu'à l'avenir, qu'à Olivier, qu'à cette nouvelle vie que je mérite enfin. Pourtant, mes mains tremblent, parce qu'il y a 3 semaines, j'ai reçu un message sur mon téléphone portable, un numéro inconnu. Pas de nom, juste ces mots glacés. « Profite bien pendant que tu peux. J'ai promis de me taire. Jusqu'au jour de ton mariage. » J'ai tout de suite reconnu le ton. Froid, calculateur, venimeux, Didier, mon ex-mari. Nous avons divorcé il y a 8 ans. 8 longues années pendant lesquelles j'ai cru pouvoir enfin respirer, pouvoir être libre. Mais Didier n'a jamais accepté. Il n'a jamais accepté de perdre l'accès à Beaumont Couture. Il a toujours pensé qu'il méritait la moitié de l'entreprise, qu'il avait construit tout ça avec moi. Quel mensonge! Il n'a fait qu'utiliser mon nom de famille, mon argent, ma réputation. Il se promenait dans les défilés de mode comme s'il était le propriétaire. Il signait des contrats sans mon accord. Il dépensait sans compter. Et quand mon père est mort et que j'ai hérité de tout, il est devenu fou de rage. La porte du salon s'ouvre brusquement. Ma fille Chloé entre, le visage blême. Elle a 32 ans, les cheveux bruns comme les miens, les yeux noisettes de son grand-père. Mais là, ses yeux sont remplis de panique. Elle referme la porte derrière elle et s'approche de moi en chuchotant d'une voix rauque. « Maman, il est là. » Mon cœur s'arrête, littéralement. Je sens mon souffle se bloquer dans ma gorge. « Qui ?» je demande, même si je connais déjà la réponse. Elle n'a pas besoin de répondre. J'entends sa voix qui résonne dans le couloir extérieur, cette voix que je connais trop bien, cette voix qui m'a poursuivie pendant des années. « Oh, est-elle ?» hurle-t-il. Je laisse tomber mon bouquet. Les lys blancs s'éparpillent sur le sol de marbre. Chloé me prend par le bras. « Maman, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la sécurité ?»« On !» Mais je ne l'écoute plus. Mon sang bout. Mes mains ne tremblent plus. Elles sont maintenant serrées en poing. Didier. Il est venu, comme il l'avait promis, comme il m'avait menacé. Il est venu détruire ce jour. Détruire ma vie. Encore une fois. Je me retourne vers Chloé et je lui dis d'une voix ferme que je ne me reconnais pas moi-même. Laisse-le venir. On est prête. Chloé me regarde, confuse. Prête? Maman, de quoi tu parles? Mais je sors déjà du salon d'appui. Je marche vers le grand salon, vers mon destin, vers la confrontation que j'ai planifiée depuis des semaines. Parce que oui, j'ai planifié. Olivier et moi, nous avons planifié. Depuis le message de Didier, nous savions qu'il viendrait. Nous savions qu'il essaierait de tout gâcher. Alors nous nous sommes préparés. Et maintenant,
Le moment est venu. J'entre dans le grand salon. Les portes en bois massif sont grandes ouvertes. 80 personnes sont assises sur des chaises blanches décorées de rubans de satin. Des roses blanches et des hortensias ornent chaque rangée. Au fond, près de l'autel improvisé sous une arche de fleurs, se tient Olivier, mon futur mari. Il a 58 ans, des cheveux poivre et sel, un visage carré et bienveillant. Il porte un costume bleu marine impeccable. Quand il me voit entrer précipitamment, son sourire se fige. Il fronce les sourcils. Il sait que quelque chose ne va pas. Les invités commencent à murmurer. Certains se retournent. Ils sentent la tension. L'atmosphère change. Le célébrant, un homme âgé aux lunettes rondes, me regarde avec inquiétude. Mais avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit, les portes doubles du fond du salon s'ouvrent avec un fracas épouvantable. Un bruit métallique résonne dans toute la pièce. Tout le monde sursaute. Les têtes se tournent d'un coup. Et là, dans l'encadrement de la porte, il apparaît. Didier, mon ex-mari. Il porte un costume gris impeccable, coupé sur mesure. Ses cheveux grisonnants sont peignés en arrière avec du gel. Son visage est lisse, presque souriant. Mais je connais ce sourire. C'est le sourire d'un prédateur. Dans sa main droite, il tient une grande sacoche en cuir noir. Elle est gonflée, remplie de papier. Il la brandit comme un trophée, comme une arme. « Pardon, pardon », crie-t-il en français d'une voix théâtrale, presque joyeuse. « Désolé de l'interruption, mesdames et messieurs, mais j'ai fait une promesse il y a longtemps, et aujourd'hui, je vais la tenir. » Les invités sont pétrifiés. Personne ne bouge, personne ne respire. Mes enfants se lèvent d'un bond. Chloé est à ma droite, Mathis à ma gauche. Mathis a 28 ans, blond comme son père, mais avec mes yeux. Il crie « Qu'est-ce que tu fous ici ? Tu n'as pas le droit. » Mais Didier l'ignore complètement. Il avance dans l'allée centrale, lentement, savourant chaque pas, chaque regard braqué sur lui. Olivier descend de l'autel et fait quelques pas en avant. « Didier, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « sors d'ici, maintenant, ou j'appelle la police. » Didier s'arrête au milieu de l'allée. Il rit, un rire sec, cassant. « La police ? Pourquoi ? Pour dire la vérité ? Pour protéger les invités d'une menteuse, d'une voleuse, d'une manipulatrice ?» Il lève la sacoche plus haut et la secoue. « J'ai promis de me taire sur ce que cette femme m'a fait, sur ce qu'elle est vraiment. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. Je sens mon estomac se nouer. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. Tous les regards sont maintenant sur moi. Les invités chuchotent entre eux. Certains me fixent avec curiosité, d'autres avec suspicion. Didier ouvre la sacoche, il commence à sortir des papiers, des photos, des documents. « Regardez ça !» hurle-t-il en brandissant une feuille imprimée. « Un contrat de société pour Beaumont Couture, signé par nous deux en 2008. Elle m'a promis 50% de l'entreprise. Mais quand son père est mort, elle a tout déchiré. Elle m'a laissé sans rien. » Chloé se précipite vers lui pour essayer d'attraper le papier. Mais Didier recule, la repoussant presque. « Ne me touche pas !» crie-t-il. « Vous êtes tous aveugles. Vous ne voyez pas qui elle est vraiment ?» Il sort une autre feuille. Et ça, des relevés bancaires. Elle a détourné 800 000 € de notre compte joint. Elle a fait disparaître l'argent. Elle m'a laissé ruiner. Mathis explose. « C'est des conneries. Tu mens. » Mais Didier continue. Il ne s'arrête pas. Il sort des photos. L'une d'elles me montre à côté d'un homme dans un restaurant chic, en train de rire. La légende numérique dit « 2015, liaison pendant le mariage ». Mon visage devient brûlant. Je veux crier. Je veux hurler que c'est faux. Cet homme sur la photo, c'était Laurent, mon styliste en chef. Nous avions un déjeuner de travail après le défilé de la collection printemps-été. Rien de plus. Mais Didier continue de sortir des papiers, des reçus falsifiés, des emails imprimés, clairement manipulés, des déclarations de soi-disant témoins affirmant que j'étais abusive, manipulatrice, intéressée uniquement par l'argent. Les murmures dans la salle deviennent plus forts. Certains invités commencent à me regarder avec méfiance. Je vois leur visage changer. Le doute s'installe. Didier sourit. Il savoure ce moment. Elle ne m'a jamais aimé.
dit-il d'une voix faussement émue. Elle m'a utilisé. Elle a utilisé mon travail, ma dévotion, mon amour. Et quand elle n'avait plus besoin de moi, elle m'a jeté comme une ordure. Olivier essaie de nouveau d'intervenir, mais Didier lève la main. Non, vous allez m'écouter. Vous devez savoir qui elle est vraiment avant qu'elle ne détruise un autre homme. Il fait quelques pas vers moi. Ses yeux plongent dans les miens. Et maintenant? Maintenant, elle va se remarier, avec un autre homme, et elle va faire la même chose. Utiliser, sucer, détruire. Je sens des larmes brûler mes yeux, mais je refuse de pleurer. Je refuse de lui donner cette satisfaction, parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que ce moment, je l'attendais. Personne ne me défend. C'est ce qui me fait le plus mal. Tous ces gens, ces amis, ces collègues, ces membres de ma famille, ils restent assis en silence. Ils regardent Didier. Puis ils me regardent. Puis ils se regardent entre eux. Mais personne ne dit rien. Personne n'ose l'interrompre. Personne ne prend ma défense. Je vois leurs visages. Certains sont choqués, d'autres sont confus, et quelques-uns semblent croire ce qu'il dit. Chloé pleure maintenant. Des larmes silencieuses coulent sur ses joues. Mathis serre les poings, le visage rouge de colère, mais il ne bouge pas. Il ne sait pas quoi faire. Moi non plus, apparemment. Je reste là, debout, paralysée, pendant que mon ex-mari détruit ma réputation devant tout le monde. Didier s'approche encore plus près de moi. Il s'arrête à 3 mètres, assez près pour que tout le monde entende, mais assez loin pour que je ne puisse pas l'atteindre. « Tu pensais que tu pourrais me faire taire pour toujours, n'est-ce pas ?» murmure-t-il, mais sa voix porte dans tout le salon. « Tu pensais que j'allais te laisser être heureuse, pendant que je souffrais, pendant que je me débattais pour survivre après ce que tu m'as fait. » Il secoue la tête avec un air de fausse tristesse. « Mais non, Isabelle, non, aujourd'hui, tout le monde va savoir, tout le monde va voir ton vrai visage. Mon corps tremble, mais ce n'est pas de la peur, c'est de la rage, une rage pure, brûlante, qui monte du plus profond de moi. Parce que pendant 8 ans, Didier a fait exactement ça. Il m'a persécuté. Il est apparu dans les endroits où j'allais, aux défilés de mode, aux showrooms, aux événements professionnels. Il racontait des rumeurs à mes clients. Il postait des mensonges sur les réseaux sociaux. Il appelait les distributeurs de Beaumont Couture pour leur dire que j'étais malhonnête, que je ne payais pas mes factures, que je trompais mes partenaires. Et certaines personnes l'ont cru. Des contrats ont été annulés. Des collaborations ont été rompues. Des amitiés ont pris fin. Des gens que je connaissais depuis des années se sont éloignés de moi. Ils m'ont jugé. Ils m'ont condamné sans même me demander ma version. Et tout ça à cause de Didier, à cause de son obsession, à cause de son incapacité à accepter que je ne lui devais rien, que Beaumont Couture n'a jamais été à lui, que je ne lui appartenais pas. Mais aujourd'hui, il est venu pour le coup final, pour détruire le seul moment de paix, de bonheur, que j'ai trouvé après toutes ces années. Il est venu ruiner mon mariage, me humilier devant tout le monde, me briser une dernière fois. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Olivier et moi, nous l'avons vu venir. Nous nous sommes préparés. Et maintenant, il est temps. Je tourne lentement la tête vers Olivier. Nos regards se croisent. Il est calme, incroyablement calme. Ses yeux bleus me fixent avec détermination. Il hoche légèrement la tête. Un mouvement presque imperceptible. Mais je le vois. Et je comprends. C'est le moment. C'est maintenant. Olivier traverse lentement le salon. Il passe devant les invités sidérés. Il monte les quelques marches jusqu'à l'autel. Il se penche et prend le micro des mains du célébrant, qui le lui donne sans un mot. « Attendez, attendez. Avant de continuer, si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Merci. Reprenons. La voix d'Olivier résonne maintenant dans tout le salon, amplifiée par les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, il fait une pause. Didier se retourne brusquement, surpris. Certains documents racontent des histoires. Presque toutes sont fausses. Olivier fait une autre pause, plus longue. Son regard se pose sur Didier. D'autres documents mettent fin à des chapitres. Didier fronce les sourcils. Il ne comprend pas. Moi,
je sens mon cœur s'accélérer. Olivier se baisse derrière l'autel et remonte avec une grande boîte en bois. Une boîte que nous avions cachée là ce matin. Une boîte que personne n'a remarquée. Il la pose sur une petite table à côté de lui. Il l'ouvre lentement. Et il commence à sortir des documents. Beaucoup de documents. Des dossiers, des photos, des enregistrements. « Voici », dit Olivier en levant une feuille, un rapport complet rédigé par un détective privé. Un détective que j'ai engagé il y a 6 mois. Il montre le document aux invités. Ce détective a suivi Didier Lemoine. Il a documenté chacun de ses mouvements, chacune de ses actions, chacun de ses mensonges. Didier devient pâle, ses mains commencent à trembler. Il ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Olivier continue, imperturbable. Didier n'a jamais eu aucun droit sur Beaumont Couture. Jamais. Il sort une autre feuille. La maison de couture a été fondée par le grand-père d'Isabelle en 1958. Elle a été transmise à son père, puis héritée intégralement par Isabelle en 2016, selon un testament dûment enregistré et authentifié. Il brandit des copies certifiées. Aucun contrat de société avec Didier n'a jamais existé. Jamais. Il a forgé ces documents. Les invités retiennent leur souffle. Le silence est total. On pourrait entendre une épingle tomber. Olivier sort maintenant des photos de la boîte. Des photos agrandies, nettes, imprimées sur du papier glacé. Il les montre une par une aux invités. Voici Didier Lemoine entrant dans une imprimerie clandestine à Marseille, le 12 mars 2024. La première photo montre clairement Didier devant une boutique aux vitres opaques, dans une rue sombre. Voici la même personne achetant du papier à en-tête contrefait, avec le logo de Beaumont Couture. Une autre photo. Didier à un comptoir, échangeant de l'argent avec un homme au visage flou. Et voici, continue Olivier d'une voix posée, presque clinique, Didier Lemoine dans un cybercafé de Nice, le 18 avril 2024, en train de manipuler des images sur un ordinateur. La photo montre Didier de profil, les yeux fixés sur un écran où l'on distingue vaguement Photoshop ouvert. Il a créé de faux emails, il a falsifié des relevés bancaires, il a modifié des photographies pour leur donner l'apparence de preuves. Chloé couvre sa bouche avec ses mains. Mathis fixe Didier avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. Didier recule d'un pas, puis d'un autre. Son visage est maintenant rouge. Ses lèvres tremblent. Il essaie de parler, mais sa voix se brise. C'est des montages. Vous ne pouvez pas. Mais Olivier ne lui laisse pas le temps de finir. Il sort un autre dossier. Plus épais, plus lourd. Ce dossier contient 8 années de harcèlement documenté. Il ouvre le dossier et commence à feuilleter les pages. Messages anonymes envoyés à Isabelle. Appels téléphoniques menaçants. Photos prises à son insu dans des lieux publics. Il montre des captures d'écran. Des SMS, des emails, des messages sur les réseaux sociaux. Tous envoyés depuis des comptes anonymes, mais tous tracés jusqu'à Didier grâce au travail du détective. Pendant 8 ans, cet homme a harcelé mon épouse. Il est apparu sans invitation à des événements professionnels, à des défilés de mode, à des dîners privés. Il a contacté ses clients pour répandre des mensonges. Il a saboté des contrats. Il a diffamé son nom auprès de partenaires commerciaux. Olivier marque une pause et regarde directement Didier. Tout cela parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'elle soit libre, qu'elle ne lui devait rien. Les invités commencent à murmurer. Mais cette fois, ce ne sont pas des murmures de doute. Ce sont des murmures de compréhension, de colère. Je vois des visages changer, des regards se durcir. Certaines personnes regardent maintenant Didier avec dégoût. D'autres secouent la tête, incrédules. Une femme dans la 3e rangée, une amie de longue date, se lève et me regarde avec des larmes dans les yeux. Elle articule silencieusement « Pardon ». Je hoche la tête. Mes propres larmes menacent de déborder. Olivier sort un autre document. Celui-ci est officiel. Un sceau judiciaire est visible en haut de la page. « Ordonnance de restriction judiciaire », annonce-t-il d'une voix forte. Émise par le tribunal de grande instance de Marseille le 15 août 2024. Cette ordonnance interdit à Didier Lemoine de s'approcher d'Isabelle Beaumont à moins de 100 mètres, de la contacter par tout moyen, de se présenter à son domicile ou à son lieu de travail. Il lève les yeux vers Didier.
Monsieur Lemoine a été notifié de cette ordonnance en personne. Il a signé un accusé de réception. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être ici aujourd'hui. Didier secoue la tête frénétiquement. Non, non, je devais. Mais sa voix n'a plus aucune force, plus aucune conviction. Olivier poursuit. Et malgré cela, il est venu. Il a envahi une cérémonie privée. Il a interrompu un mariage. Il a exhibé de faux documents. Il a diffamé publiquement une femme innocente. Il fait quelques pas vers Didier, le micro toujours à la main. « Monsieur Lemoine, vous avez passé 8 années à essayer de détruire cette femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a hérité d'une entreprise qui n'a jamais été la vôtre. Parce qu'elle a eu le courage de vous quitter. Parce qu'elle a refusé de vous laisser la contrôler. » Didier ouvre la bouche pour protester, mais aucun mot ne sort. Ses mains tremblent. La sacoche de cuir tombe au sol, répandant ses faux documents sur le parquet ciré. Olivier s'arrête à 1 mètre de lui. Il le regarde droit dans les yeux. Et là, d'une voix basse mais amplifiée par le micro, il prononce une phrase qui résonne dans tout le salon comme un coup de tonnerre. « Si vous ne pouvez pas être libre sans voler la liberté des autres, alors il vaut mieux que vous perdiez la vôtre. » Un silence de mort s'installe. Personne ne bouge, personne ne respire. Et puis, les portes latérales du salon s'ouvrent. 2 gendarmes de la gendarmerie nationale entrent, en uniforme, l'air grave et déterminé. Les invités se retournent, surpris. Certains se lèvent, même de leur chaise. Olivier pointe Didier du doigt. « Voilà, c'est lui. » Les gendarmes avancent d'un pas ferme. Didier recule encore, mais il n'y a nulle part où aller. Les 2 gendarmes se dirigent vers Didier avec une détermination calme et professionnelle. L'un d'eux, un homme d'une 40aine d'années au visage sévère, sort une paire de menottes de sa ceinture. L'autre, plus jeune, garde une main sur son étui radio. Didier lève les mains devant lui comme pour se protéger. « Non, attendez, vous ne comprenez pas, c'est elle qui ? C'est elle la coupable, pas moi !» Sa voix est devenue aiguë, presque hystérique. « Elle m'a tout pris, elle m'a volé ma vie. » Le gendarme plus âgé s'arrête devant lui et dit d'une voix neutre mais ferme « Didier Lemoine, vous êtes en état d'arrestation pour violation d'ordonnance de protection, diffamation publique, falsification de documents et harcèlement. » Didier secoue violemment la tête. « Non, non, c'est un complot. Ils mentent tous. Regardez les documents, regardez ce que j'ai apporté. » Il essaie de ramasser les papiers éparpillés au sol, mais le jeune gendarme le saisit fermement par le bras. « Monsieur, ne résistez pas, » dit-il calmement. Didier se débat faiblement, mais c'est inutile. Les menottes cliquent autour de ses poignets. Le son métallique résonne dans le silence du salon. « Vous avez le droit de garder le silence, » continue le premier gendarme. « Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. » Didier ne l'écoute pas. Il me fixe avec des yeux remplis de haine. « Tu as gagné aujourd'hui, Isabelle, » crache-t-il. « Mais tu ne gagneras pas toujours. Tu ne mérites pas ce bonheur. Tu ne mérites rien. » Je le regarde droit dans les yeux. Pour la première fois depuis son arrivée, je parle. Ma voix est calme, posée, mais chaque mot est chargé d'années de souffrance, de colère contenue. « Didier, pendant 8 ans, tu as essayé de me briser. Tu as menti. Tu m'as harcelé. Tu as sali mon nom. Tu as fait de ma vie un enfer. Et pourquoi ? Parce que tu ne supportais pas que je sois libre, que je sois heureuse sans toi. » Je m'avance d'un pas. Chloé me retient doucement par le bras, mais je continue. « Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est toi qui vas payer pour ce que tu as fait. Et tu sais quoi ? Je ne ressens pas de joie. Je ne ressens pas de vengeance. Je ressens juste du soulagement. » Didier ouvre la bouche pour répondre, mais le gendarme le tire en arrière. « Allez, monsieur, on y va. » Les 2 hommes l'escortent vers la sortie. Didier se débat encore un peu, criant des insultes, des accusations, mais sa voix se perd dans le murmure grandissant des invités. Les portes se referment derrière lui, et soudain, le salon explose en applaudissements. Lentement d'abord, puis de plus en plus fort. Un homme dans la 5e rangée se lève et applaudit. Puis une femme, puis une autre. En quelques secondes, tout le monde est debout, applaudissant, certains avec des larmes aux yeux. Chloé et Mathis se jettent dans mes bras. «
Nous pleurons tous les trois. Des larmes de soulagement, de libération, de victoire. « Maman, c'est fini », murmure Chloé contre mon épaule. « C'est vraiment fini. » Mathis serre ma main si fort que ça fait mal. Mais je ne dis rien. « Je suis désolé, maman », dit-il d'une voix brisée. « Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi toutes ces années. Je ne savais pas à quel point c'était grave. » Je secoue la tête. « Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Ce n'est la faute de personne sauf de lui. » Olivier s'approche de nous. Il pose une main sur mon épaule. Nos regards se croisent. Il sourit doucement. « Ça va ?» demande-t-il en français. Je respire profondément. Pour la première fois depuis 8 ans, je sens que je peux vraiment respirer, que mes poumons se remplissent d'air sans cette pression constante, cette peur permanente. « Oui », je réponds. « Oui, ça va. » Il me prend dans ses bras. Les applaudissements continuent autour de nous. Des amis viennent que nous serrer dans leurs bras. Des collègues me présentent leurs excuses pour avoir douté. Des parents me disent qu'ils sont fiers de moi. Tout le monde parle en même temps. C'est un chaos joyeux, chaleureux. Le célébrant, le vieil homme aux lunettes rondes, tousse légèrement pour attirer l'attention. Les applaudissements s'arrêtent progressivement. Les invités retournent à leur place. Le silence revient, mais cette fois, c'est un silence paisible, apaisant. Le célébrant nous regarde avec un sourire timide. « Eh bien, » dit-il d'une voix un peu tremblante, « je pense que nous avons vécu un moment inhabituel. Mais maintenant, si tout le monde est d'accord, peut-être pourrions-nous continuer avec la cérémonie ?» Je ris. Un rire vrai, spontané, libérateur. Olivier rit aussi. Bientôt, tout le salon rit avec nous. C'est un rire collectif, un rire de soulagement, un rire qui chasse les dernières ombres de cette journée. Olivier me prend la main et nous marchons ensemble vers l'autel. Mes jambes tremblent encore un peu, mais cette fois, ce n'est pas de peur. C'est d'émotion pure. Nous montons les quelques marches et nous nous plaçons face aux célébrants. Chloé et Mathis se tiennent derrière nous, nos témoins. Chloé a séché ses larmes et me sourit avec fierté. Mathis a les yeux rouges, mais son visage rayonne. Le célébrant ouvre son petit livre de cérémonie et nous regarde avec bienveillance. « Isabelle et Olivier », commence-t-il d'une voix douce. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer votre union. Une union qui, comme nous venons de le constater, est fondée sur la confiance, le respect et un amour profond. » Il marque une pause et sourit. « Vous avez traversé des épreuves. Vous avez affronté ensemble des défis que peu de couples connaissent avant même leur mariage. Et pourtant, vous êtes là, ensemble, plus forts. » Les invités murmurent leur approbation. Le célébrant continue. « Le mariage n'est pas simplement une célébration de l'amour, c'est aussi un engagement. Un engagement à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, à se protéger l'un l'autre, à construire ensemble un avenir meilleur. » Il me regarde. « Isabelle, souhaitez-vous prendre Olivier pour époux ? Promettez-vous de l'aimer, de le respecter, de le soutenir, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, pour le reste de vos jours ?» Je sens ma gorge se serrer. Les larmes reviennent, mais cette fois, ce sont des larmes de bonheur. Je regarde Olivier. Cet homme qui m'a écouté pendant des heures parler de mes peurs. Cet homme qui m'a cru quand d'autres doutaient. Cet homme qui a passé 6 mois à rassembler des preuves, à préparer cette confrontation, juste pour me protéger, pour me donner ma liberté. « Oui !» je dis d'une voix claire et forte. « Oui, je le veux. » Le célébrant se tourne vers Olivier. « Olivier, souhaitez-vous prendre Isabelle pour épouse ? Promettez-vous de l'aimer, de la respecter, de la soutenir, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, pour le reste de vos jours. » Olivier ne quitte pas mes yeux des siens. Ses mains serrent les miennes avec douceur. « Oui, » répond-il, sans hésitation. « Oui, je le veux. » Le célébrant sourit largement maintenant. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Olivier, vous pouvez embrasser la mariée. » Olivier se penche vers moi. Nos lèvres se touchent. C'est un baiser doux, tendre, rempli de promesses. Les invités explosent à nouveau en applaudissements.
Des cris de joie retentissent. Quelqu'un lance des pétales de roses blanches. Chloé et Mathis nous entourent, nous serrant dans leurs bras. C'est un moment parfait. Un moment que je n'aurais jamais cru possible il y a encore quelques années, quand j'étais prisonnière de ma propre vie, prisonnière de Didier, prisonnière de ma peur. Nous descendons les marches de l'hôtel, main dans la main. Les invités se lèvent et forment une haie d'honneur. Ils nous applaudissent, nous sourient, certains pleurent d'émotion. Nous marchons lentement dans l'allée centrale, savourant chaque seconde. À mi-chemin, je vois ma meilleure amie, Sophie, qui était assise au 3e rang. Elle s'approche et me serre fort contre elle. « Je suis tellement fière de toi », murmure-t-elle à mon oreille. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Je lui souris à travers mes larmes. Nous sortons finalement du salon. Le soleil de Provence nous accueille avec sa chaleur généreuse. Le ciel est toujours de ce bleu éclatant. L'odeur de la lavande est encore plus forte maintenant. Olivier me fait tourner sur moi-même et je ris comme une adolescente. « On l'a fait », dis-je, encore incrédule. « On a vraiment réussi. » Il hoche la tête. « Tu as réussi, Isabelle. Tu as repris ta vie. Tu es libre. » Libre. Ce mot résonne en moi comme une cloche. Libre. Enfin. Les invités commencent à sortir du salon. Ils nous entourent, nous félicitent, prennent des photos. Un photographe professionnel que nous avions engagé capture chaque moment. Chloé organise rapidement les invités pour une photo de groupe. Tout le monde se rassemble devant le château. Les rires fusent. L'atmosphère est légère, joyeuse. Comme si les événements de tout à l'heure n'avaient été qu'un mauvais rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était réel. Et c'est terminé. La réception commence 1 heure plus tard dans les jardins du château. Des tables rondes sont disposées sous de grands parasols blancs. Des guirlandes lumineuses sont suspendues entre les arbres. Un orchestre de jazz joue doucement en arrière-plan. Des serveurs circulent avec des plateaux de champagne et de petits fours. Tout est parfait, exactement comme je l'avais imaginé. Olivier et moi nous asseyons à la table d'honneur. Chloé et Mathis sont à nos côtés, ainsi que quelques proches amis. Sophie s'approche de notre table avec un verre de champagne à la main. Elle a les joues rosies par l'émotion et l'alcool. « Je dois dire quelque chose », annonce-t-elle d'une voix forte. Les conversations s'arrêtent progressivement. Tout le monde se tourne vers elle. Isabelle et moi, nous nous connaissons depuis plus de 30 ans. Nous avons grandi ensemble. Nous avons partagé nos rêves, nos peurs, nos joies et nos peines. Elle me regarde avec affection. Et pendant toutes ces années, j'ai vu Isabelle traverser des épreuves que personne ne devrait avoir à affronter. Elle marque une pause, sa voix tremble légèrement. Il y a 8 ans, quand elle a divorcé, j'ai pensé qu'elle allait enfin pouvoir respirer. Mais Didier ne l'a jamais laissée tranquille. Il l'a harcelée. Il a répandu des mensonges. Il a essayé de détruire sa réputation, son entreprise, sa vie. Sophie essuie une larme qui coule sur sa joue. Et aujourd'hui, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu une femme se battre pour sa liberté. J'ai vu un homme se tenir à ses côtés et la défendre avec courage et dignité. Elle lève son verre. Olivier, vous êtes exactement l'homme qu'Isabelle mérite. Quelqu'un qui la respecte, qui la protège, qui l'aime pour ce qu'elle est vraiment. Elle se tourne vers moi. Et toi, ma chère amie, tu es un exemple de force et de résilience. Je suis fière de toi. Nous sommes tous fiers de toi. Elle lève son verre encore plus haut. Alors levons nos verres à Isabelle et Olivier, à l'amour véritable, à la justice, à la liberté. Tout le monde se lève et répète en chœur « À Isabelle et Olivier ». Je me lève à mon tour, les larmes aux yeux. Merci Sophie, merci à tous. Ma voix tremble, mais je continue. Je veux vous dire quelque chose. Pendant longtemps, j'ai eu honte. Honte de ce qui m'arrivait. Honte de ne pas pouvoir arrêter Didier. Honte que certaines personnes le croient. Je baisse les yeux un instant, puis je les relève. Mais aujourd'hui, je comprends que je n'avais aucune raison d'avoir honte. Ce n'était pas ma faute, c'était la sienne. Et c'est lui qui va maintenant payer pour ses actes. Je prends la main d'Olivier. Cet homme m'a sauvée. Pas parce que je ne pouvais pas me sauver moi-même, mais parce qu'il m'a montré que je n'étais pas seule. Qu'il y avait des gens qui me croyaient, qui me soutenaient, qui étaient prêts à se battre avec moi.
Je regarde mes enfants. Chloé, Mathis, vous avez été ma force pendant toutes ces années. Même quand vous ne saviez pas exactement ce qui se passait, vous étiez là. Et je vous aime plus que tout au monde. Chloé se lève et vient m'embrasser. Mathis fait de même. Nous restons enlacés pendant quelques secondes, sous les applaudissements des invités. Puis je me rassieds et la musique reprend. Les conversations recommencent. L'atmosphère se détend à nouveau. Les gens mangent, boivent, rient. C'est exactement ce que je voulais. Une célébration. Pas seulement d'un mariage, mais d'une victoire, d'une libération. Vers la fin de l'après-midi, alors que le soleil commence à descendre vers l'horizon, Olivier et moi nous éclipsons quelques minutes. Nous marchons dans les jardins du château, loin de la foule. Nous trouvons un banc en pierre sous un vieux chêne. Nous nous asseyons en silence, main dans la main. « Comment te sens-tu » demande-t-il doucement. Je réfléchis un moment. Légère, je réponds finalement. Pour la première fois depuis des années, je me sens légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Il sourit. C'est exactement ce que je voulais, que tu puisses enfin respirer. Je me tourne vers lui. Olivier, pourquoi as-tu fait tout ça? Engager un détective, rassembler toutes ces preuves, préparer cette confrontation. Pourquoi? Il me regarde dans les yeux. Parce que je t'aime, Isabelle, et parce que tu mérites d'être libre. Personne ne devrait avoir à vivre dans la peur. Personne ne devrait être persécuté comme tu l'as été. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. Je pose ma tête sur son épaule. Merci, je murmure. Merci pour tout. Nous restons assis là pendant un long moment, écoutant le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les feuilles. C'est un moment de paix absolue. Un moment que je veux garder précieusement dans ma mémoire. Parce qu'après tant d'années de chaos, de peur, de lutte, j'ai enfin trouvé la paix. Et je ne la laisserai plus jamais partir. La soirée se poursuit sous les étoiles. Les guirlandes lumineuses s'allument une à une, créant une atmosphère magique dans les jardins du château. L'orchestre de jazz a cédé la place à un DJ qui joue de la musique plus entraînante. Certains invités dansent déjà sur la piste improvisée. D'autres sont assis autour des tables, bavardant et riant. L'ambiance est joyeuse, détendue, comme si les événements du début d'après-midi appartenaient déjà à un passé lointain. Olivier me prend par la main et m'entraîne vers la piste de danse. « Notre première danse », dit-il avec un sourire. Le DJ change la musique pour une chanson plus lente, plus romantique. La vie en rose d'Édith Piaf, une chanson que j'adore. Olivier m'enlace et nous commençons à danser doucement. Je pose ma joue contre son épaule. Ses bras m'entourent avec tendresse. Je ferme les yeux et je me laisse porter par la musique, par le moment, par cette sensation de plénitude que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. Autour de nous, les invités se joignent progressivement à la danse. Chloé danse avec un jeune homme que je reconnais comme étant son petit ami, Lucas. Mathis fait danser Sophie, qui rit aux éclats. Tout le monde semble heureux. Tout le monde semble avoir oublié Didier. Mais moi, je n'oublie pas. Je ne l'oublierai jamais. Pas parce que je veux m'accrocher à la douleur qu'il m'a causée, mais parce que je veux me souvenir de ce que j'ai surmonté, de la force que j'ai trouvée en moi, de la liberté que j'ai reconquise. Quand la chanson se termine, Olivier me regarde dans les yeux. « Je t'aime, Madame Dubois », dit-il avec un sourire taquin. « Madame Dubois, mon nouveau nom, un nouveau départ, une nouvelle identité, pas pour effacer qui j'étais, mais pour affirmer qui je suis devenu. Je t'aime aussi, Monsieur Dubois, je réponds en riant. Nous nous embrassons sous les applaudissements des invités. C'est un baiser long, profond, rempli de toutes les promesses que nous nous sommes faites aujourd'hui. Plus tard dans la soirée, alors que la fête bat son plein, je m'éloigne discrètement de la foule. J'ai besoin d'un moment pour moi, pour réfléchir, pour intégrer tout ce qui s'est passé. Je marche jusqu'à la terrasse qui surplombe les vignobles environnants. La lune est pleine et éclaire le paysage d'une lumière argentée. Les rangées de vignes s'étendent à perte de vue. C'est magnifique, paisible. Je m'appuie contre la balustrade et je respire profondément l'air frais de la nuit. « Maman ?» J'entends la voix de Chloé derrière moi. Je me retourne. Elle s'approche, son châle sur les épaules.
Tu vas bien ? Demande-t-elle avec inquiétude. Je lui souris. Oui, ma chérie, je vais très bien. Je voulais juste un moment de tranquillité. Elle vient se placer à côté de moi et regarde le paysage. C'est beau, n'est-ce pas ? Je dis. Elle hoche la tête. Très beau. Nous restons silencieuses pendant un moment. Puis Chloé prend ma main. Maman, je veux que tu saches quelque chose, dit-elle d'une voix sérieuse. Je suis désolée. Désolée de ne pas avoir compris plus tôt ce que tu traversais. Désolée de ne pas t'avoir défendu comme j'aurais dû le faire. Je serre sa main. Chloé, tu n'as rien à te reprocher. Tu étais prise entre ton père et moi. C'était une situation impossible. Elle secoue la tête. Non, maman. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû te croire sans hésitation. Mais parfois je me demandais si papa n'avait pas un peu raison. Si tu n'avais pas été un peu dur avec lui. Les larmes coulent maintenant sur ses joues. Et maintenant, je réalise à quel point j'avais tort. À quel point il t'a manipulé, nous a manipulés tous. Je me sens tellement coupable. Je la prends dans mes bras. Ne te sens pas coupable, mon amour. Didier était très doué pour manipuler les gens. C'était son talent. Il savait exactement quoi dire, comment se présenter en victime. Même moi, parfois, je doutais de moi-même. Je la regarde dans les yeux. Mais maintenant, c'est fini. Et nous allons tous pouvoir avancer. Mathis nous rejoint sur la terrasse. Il a enlevé sa veste et retroussé les manches de sa chemise. « Je vous cherchais partout », dit-il essoufflé. « Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux ?» Chloé essuie ses larmes. On discute, c'est tout. Mathis nous observe un moment, puis il s'approche et nous enlace toutes les deux. « Je vous aime, vous savez ?» dit-il d'une voix émue. « Vous êtes les femmes les plus fortes que je connaisse. » Nous restons ainsi tous les trois, enlacés sous la lune, pendant de longues minutes. Puis nous retournons à la fête. Olivier me cherchait. « J'étais inquiet, » dit-il en me voyant. « Tu as disparu. » Je lui prends la main. J'avais juste besoin d'un moment avec mes enfants. Il comprend immédiatement et sourit. Le reste de la soirée passe dans un tourbillon de musique, de danse, de rire. À minuit, nous coupons le gâteau de mariage, une pièce montée élégante, décorée de roses blanches en sucre. Les invités applaudissent et chantent. C'est parfait. Vers 2h du matin, les derniers invités commencent à partir. Ils nous embrassent, nous félicitent une dernière fois. Sophie est l'une des dernières à partir. « Prends soin de toi », me dit-elle en me serrant fort. « Et sois heureuse, tu le mérites tellement. » Je lui promets que je le serai. Enfin, Olivier et moi nous retrouvons seuls dans notre suite au château. Nous nous asseyons sur le bord du lit, épuisés mais heureux. « Quelle journée !» soupire Olivier. « Quelle journée !» je répète en écho. Il me prend dans ses bras. « C'est fini, Isabelle, vraiment fini. Didier va être jugé, il va payer pour ce qu'il a fait. Et toi, tu es libre. Nous sommes libres. » Je ferme les yeux et je laisse ces mots pénétrer en moi. Libre. Je suis libre. Pour la première fois depuis si longtemps, je peux regarder vers l'avenir sans peur, sans anxiété, sans me demander quand Didier va réapparaître pour tout détruire, parce qu'il ne le fera plus jamais. Le lendemain matin, je me réveille avec le soleil qui entre par les fenêtres de la suite. Olivier dort encore à côté de moi. Je me lève doucement et je m'approche de la fenêtre. Les vignobles s'étendent devant moi, baignés dans la lumière dorée du matin. Je pense à tout ce qui s'est passé. À Didier, à la confrontation, à la justice qui a enfin été rendue. Et je réalise quelque chose. Je ne ressens pas de haine pour lui. Pas vraiment. Je ressens de la pitié. Parce que Didier a gâché sa propre vie en essayant de détruire la mienne. Il a passé 8 années à me poursuivre, à me harceler, à comploter contre moi. Et pourquoi ? Pour rien. Il a perdu. Et maintenant, il va passer des années en prison. Pendant que moi, je vais vivre, je vais être heureuse, je vais aimer et être aimée, je vais diriger mon entreprise, je vais voir mes enfants grandir, se marier, avoir peut-être des enfants à leur tour. Je vais vivre pleinement, librement. Je me retourne et je regarde Olivier qui dort paisiblement. Cet homme qui m'a rendu ma liberté, qui m'a montré que l'amour véritable existe,
que je peux faire confiance à nouveau, que je peux être vulnérable sans avoir peur d'être brisé. Je souris. La vie recommence aujourd'hui. Une nouvelle vie. Une vie où je choisis mon bonheur. Une vie où personne ne peut me prendre ce qui m'appartient. Une vie libre,